Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un reportage sur ce cinéma, l'Éden Théâtre, lieu historique et berceau du 7e art. Une partie de l'histoire du cinéma s'est effectuée avec les Frères Lumière. On va tout de suite entrer pour découvrir les coulisses de ce cinéma et on va retrouver Michel Corny. On y va, c'est parti. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue à l'Éden. Merci de nous accueillir. Alors, je suis Michel Corny, je suis le président de l'association Les Lumières de l'Éden, qui a en charge l'exploitation de ce trésor. De ce trésor, effectivement, historique. Historique, méconnu. Méconnu, effectivement. Et que vous allez m'aider à faire connaître. À faire connaître davantage, effectivement, parce que c'est quand même un lieu tout particulier, le berceau du 7e art. Donc, eh bien, écoutez, on est parti pour une petite visite guidée. Alors, on va commencer par le hall. On va laisser derrière nous la billetterie, qui est pourtant la cabine d'origine. D'accord, donc là, on a une vraie cabine d'origine. C'est une cabine d'origine qui a 135 ans. Ah, c'est quand même oui, absolument incroyable. Alors, évidemment, des affiches de cinéma, comme il se doit de nos amis Olivier Dahan, puisqu'il est le parrain de l'association. Olivier Dahan, effectivement, ici, le parrain de l'association, puisque il est ciotadin. D'accord. Et le cinéma a été repris donc par une association parce qu'il était en piteux état, si on peut dire. Il était en très piteux état, oui. Effectivement. Donc, il a été restauré en 2013 à l'identique de ce qu'il était à sa naissance, naissance de 1889, c'est-à-dire la même année que la Tour Eiffel. La même année que la Tour Eiffel, donc vous voyez comme quoi... On passe devant trois témoins importants. Celui-ci, qui est capital, c'est la première affiche d'une séance de cinéma payant ayant lieu à l'Éden en mars 1899. Et c'est cette affiche que le Guinness des records a retenu pour nous donner évidemment ce record d'ancienneté de salle de cinéma encore en activité. En activité, oui. Avec le certificat du Guinness qui est là-haut. Mais tout aussi important pour nous, c'est la plaque qui mentionne le prix de la salle innovante 2018 remis par le CNC pour notre capacité à allier tradition et modernité. Voilà. Okay. L'Éden est un objet de patrimoine, mais c'est également un acteur de la vie culturelle au quotidien. Au quotidien, effectivement. Voilà. Et un grand acteur de la ville de La Ciotat, forcément. Bien sûr. Voilà. Alors on découvre des belles affiches. Des belles affiches qui nous mettent tout de suite dans une ambiance de grand cinéma, de grand cinéma, et on se dirige vers la salle qui est effectivement la plus ancienne salle de cinéma au monde, en activité. Alors on est parti. Hop. Allez. Nous pénétrons dans le temple du cinéma. Alors voilà, là on se retrouve dans une atmosphère pieuse. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est comme si on était dans une cathédrale du cinéma, finalement. C'est tout à fait ça. Oui. Et c'est, voilà. Avec un décor qui n'a pas changé depuis 1889, avec l'effet de la restauration qui a eu lieu en 2013 à l'identique. D'accord. Oui, donc vous avez vraiment repris à l'identique complètement ce qui se passait effectivement à l'époque. Y compris la couleur rouge. La célèbre couleur rouge des sièges. Voilà. Effectivement. Donc c'est un théâtre. Oui, donc c'était un théâtre à l'époque. C'est un théâtre. Au tout début, quand le paradoxe, c'est que le plus ancien cinéma du monde est né théâtre. Mais comme le Grand Rex, finalement, c'était aussi ce qui s'était produit pour le Grand Rex. Sa structure, c'est celle d'un théâtre à l'italienne, avec des grandes coursives au-dessus, un balcon. Et là, nous sommes évidemment à l'orchestre. À l'orchestre. Et c'est un théâtre qui faisait 250 places assises et qui maintenant est un cinéma de 200 places. Voilà. D'accord, ok. Puisque
les mesures de sécurité ont obligé Oui, à réduire un petit à peu. réduire pour, un peu les espaces. Mhm. La scène de théâtre est maintenant occupée tout entière par un écran, mais c'est une scène de théâtre qui a eu ses heures de gloire. Oui, Fernandel, Yves Montand, Bernard Blier, Edith Piaf. Edith Piaf. C'était le musical à l'époque. Hein, il y C'était avait- à la fois un théâtre, un musical et même une salle de sport. Hein. On lui Ah faisait des combats de boxe. Des combats de boxe, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ou des nuits de la danse. Les gens dansaient dans cet espace. D'accord. Les sièges étaient enlevés. Et, bien Ah, et entendu. puis après, effectivement, ça se transformait. Des salles modelables. Et là, donc, on retrouve, comme vous m'aviez dit, hein, les écritures d'origine. Tout à fait. D'extérieur. C'est l'enseigne de l'Éden Oui. qu'on a récupérée au moment des travaux Oui. pour les mettre ici. Alors je m'amuse souvent à raconter que les films étant de plus en plus longs maintenant, certains spectateurs s'endorment et quand ils se réveillent, au moins ils savent où ils sont. Ils sont à C'est l'Éden. ça. On en parlera des films de plus en plus longs, effectivement. Bon, ces poteaux de bois Oui. continuent à supporter la structure de l'Éden à l'identique de sa naissance. Voilà. D'accord. Ah, et ça, c'est quand même exceptionnel hein, d'avoir effectivement conservé toute la structure du cinéma. Voilà, donc elle a tenu le choc. J'ai vu aussi que pendant la guerre, il y a eu une partie de la façade qui avait... Cette partie-là a été éventrée par une bombe qui a explosé sur la plage qui est juste en face. Là, hein. Oui, parce qu'on est très proche de la mer, effectivement. Et donc, Avec l'Éden une a mine. eu plusieurs fois l'occasion de mourir. Mais l'Éden est un résistant. Est un résistant. C'est voilà. un résistant. Ça, j'aime cet aspect de Oui. résistance. À travers les reportages, il y a toujours de la résistance Oui, quelque oui, part. il a résisté à cette bombe, il a résisté au meurtre de son gérant. Oui, oui, c'est vrai aussi. Un jour, des gens lui ont fait la caisse et malheureusement, il a été tué. Il a résisté à la télé, il a résisté à l'automobile, et il a résisté. Et il a été récompensé puisqu'en 2013, on lui a redonné la jeunesse. La jeunesse, voilà. Voilà. Il nous survivra de toute façon, ce Sans cinéma. doute, sans aucun doute. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec l'histoire de tous ces cinémas historiques. Alors, c'est un cinéma qui actuellement propose 5 séances de cinéma par jour, Oui, donc presque 1500 séances par année. d'accord. Et pour l'année 2024, nous dépasserons sans aucun doute les 50 000 entrées. Ah oui, Donc, c'est un cinéma qui a une véritable une véritable activité. activité. Et vie, effectivement. Dans cette activité, il y a évidemment l'aspect art et essai qui est prédominant chez nous, Oui, l'aspect patrimonial, l'aspect jeune public, puisque Oui. ce sont des labels attribués par le CNC, et puis l'aspect événementiel, puisque nous recevons chaque mois 2 ou 3 personnalités du monde des arts d'une manière générale, aussi D'accord. bien des metteurs en scène, des actrices, des journalistes, des scientifiques, qui Oui. viennent présenter un film et ça apporte Devant le public. devant le public, et donc il y a ce contact qui fait que la salle de l'Éden reste une salle très populaire, Effectivement, très aimée voilà, des toujours citadins. le partage, encore une fois, l'échange. Et ça, c'est L'échange. important, effectivement. Je dis souvent le lien social. Le C'est lien une social, salle de lien oui. social. Mais tout à fait. Ouais, ouais. Ça, c'est important, effectivement. Parce que c'est vrai que dans la vie du quotidien, parfois, on manque un peu de lien. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, dans des lieux comme ça culturels, et surtout sur le cinéma, on se retrouve sur On se beaucoup de retrouve choses. Et ça, c'est avec des important. thèmes de société, enfin des thèmes d'humanité Mhm. qui sont tout à fait intéressants, d'autant plus qu'ils sont chaque fois soutenus par la présentation d'un film. Et voilà, Voilà. bah oui, il y a toujours le liant, Le effectivement. Voilà. Alors ensuite, on peut monter à l'étage. Oui. On va aller voir le balcon, qui nous donnera une vue plus Général. générale de la salle. Mhm. On va emprunter le vieil escalier, Qui est aussi qui est d'époque, il y a Ouais. donc 135 ans. Hein. Alors, donc, Alors là, on découvre évidemment la structure de la salle, hein, Oui. ce théâtre, un peu que la petite Scala, hein, oui, tout à fait. de la Ciotat, avec ses coursives, sur lesquelles il y avait de longs bancs de bois, sur lesquels Mhm. seillaient les jeunes gens les moins fortunés. Oui. En principe, les bourgeois étaient en bas, les ouvriers étaient en haut, Oui, bah oui, c'est- les c'est- mauvais garçons en haut, les jolies dames en bas, etc. hein. Effectivement, il y avait toujours cet aspect social du public à l'époque. Ça, c'est un peu partout dans ces cinémas d'époque. Et installés sur cette coursive, aujourd'hui, les 3 personnages qui ont fait l'histoire du berceau du cinéma à la Ciotat, oui, évidemment. la famille Lumière au grand complet,
avec au centre Louis Lumière, qui est l'inventeur du cinématographe, son frère Auguste à sa gauche, qui est lui plutôt spécialisé de problèmes médicaux. Il a participé par exemple à la mise au point de la radiologie. D'accord. Mais pour nous, le personnage essentiel, ça reste leur père, Antoine Lumière, parce que c'est lui qui a d'abord choisi de venir s'installer à La Ciotat, Oui. dans le palais Lumière qu'il a construit. Oui. C'est Antoine Lumière aussi qui a demandé à son fils de lui faire bouger les images. Eh oui. Et donc, Louis Lumière a inventé le cinématographe pour faire plaisir à papa, D'accord. comme un gadget. Mhm. Ensuite, c'est encore Antoine qui organise la première projection au Palais Lumière. C'est Antoine qui vient avec l'appareil à l'Éden faire les premières projections en octobre 1895. 1895, oui. C'est toujours Antoine qui part à Paris, 3 Oui. mois plus tard, faire la première séance payante, 33 spectateurs, dont Méliès. Et c'est encore Antoine qui va envoyer dans le monde entier des opérateurs lumière. Oui. Ce sont des jeunes gens de 20-25 ans à qui il confie la boîte, cette boîte-là, Oui. le cinématographe, petite boîte en bois, 5 kilos, mais qui a la particularité de pouvoir à la fois être l'enregistreur de films, Oui. puis le projecteur des films, Voilà. et le génie lumière par rapport à Edison. Edison, lui, il avait déjà inventé un procédé cinématographique. kinétographe aussi, hein. Le kinétoscope. Le kinétoscope. Mais Voilà. ce kinétoscope, c'était une boîte dans laquelle on allait un par un voir un film, Ah oui, voilà, dans c'est un ça. œilleton. Oui. Tandis que lui, Louis, il invente la salle de cinéma. Ah, voilà. C'est-à-dire, il envoie ses images sur un écran. Ah oui, et c'est Et toute la différence. ça devient un partage, Ça devient- d'émotions. Ah Voilà. oui, oui, c'est ça qui Alors, est important. On a dit enregistreur et projecteur. Pour la projection, il faut lui rajouter De la une lumière. source lumineuse, qui était à la fois au départ acétylène, lampe à acétylène, lampe à oui, gaz, puis enfin électricité, Mhm. et qui était actionnée par une petite manivelle ici que j'ai cassée, Ah, donc qui sera bientôt réparée, et qui D'accord. permettait d'avoir Donc, un rythme. et oui, et donc il y avait donc la personne qui s'occupait de faire ça. Le Hein. projectionniste tournait Il la était manivelle. là, il tournait la manivelle, le selon une projectionniste. certaine vitesse Et oui. de minimum de 15 images par seconde. Voilà. Voilà. Et ça, c'est tout un processus. Effectivement, à l'époque, on n'a pas idée de tout ça maintenant avec les vidéoprojecteurs que l'on peut avoir. Mais c'est sûr que voilà, c'était tout un système. Antoine Lumière, c'est vrai que c'est un personnage finalement dont on entend Personne peu ne parler. connaît, il n'y a que les ciotadins qui connaissent Antoine Lumière. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le mettre en lumière pour le Bien coup. sûr. D'ailleurs, il y a un mystère. Comment des gens comme Alice Guy, Oui. Alice Guy, dont on reparle maintenant au XXIe siècle, avait complètement disparu au XXe siècle. Or, elle est la première réalisatrice, voilà, Ah oui. à la même époque que les Frères Lumière, Eh oui. Effacé complètement. mais qui a été complètement effacée. Eh bien, l'Éden, il a un peu le sort d'Alice Guy. D'accord. Pendant tout le XXe siècle, à Paris, on a ignoré que La Ciotat avait été le berceau, Le berceau du cinéma, cinéma, oui, bien sûr. Et même dans les livres d'histoire de cinéma, le nom de La Ciotat est très peu souvent cité. Or, tout a commencé ici. Eh oui. Tout a commencé ici. Et c'est pour ça que c'est pour ça que moi, personnellement, en tant que déjà amoureux du cinéma, je me devais de venir dans ce lieu que je découvre pour la première fois. Donc, Et vous êtes donc mon ambassadeur désormais, notre ambassadeur. Ben, je vais essayer de relayer ça effectivement au plus grand nombre. Pour dire qu'à la Donc, Alors, nous faisons des visites, outre les séances de cinéma, nous faisons des visites. Et je dois dire que nous recevons chaque année entre 3 000 et 4 000 touristes oui, de tout pays. oui, bien sûr. Dans certains pays comme le Japon, Oui. on connaît l'Éden alors qu'on ne le connaît pas Ah bah oui, oui, non, mais il y a dans le village à côté. Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une partie, beaucoup d'étrangers qui s'intéressent aussi au cinéma et qui sont passionnés aussi. La passion, on la retrouve dans tous les pays, hein, finalement, la passion du cinéma. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cet aspect-là de partage. C'est quelque part, on représente la France à travers aussi ce cinéma-là. Donc voilà, donc c'est important. On peut en être très fier, en tout cas. On Voilà. peut, Et on peut. moi, j'en suis très fier. Ah ben, vous faites bien. J'allais vous demander la cabine de projection. Donc qu'est-ce qu'on Alors, la utilise cabine de actuellement? projection, on utilise à la fois, je vais voir si elle est ouverte et lumineuse. Oui. Oh non, non. Hop là, on va allumer. Voilà. Allez, on va découvrir les coulisses de la cabine de projection de l'Éden Théâtre.
Alors, La bobine 35 mm, oui. Et en même temps, tout ce qui est numérique. tout ce qui est numérique. On travaille en numérique, bien sûr, comme tous les cinémas du monde, Bah oui, mais en plus, on a gardé la structure argentique et vous qui avez nous toujours permet la possibilité. de passer. On fait ça une fois tous les 6 mois. D'accord, vous avez Sans conservé encore exagérer. des bobines encore? On fait venir des bobines qui nous. D'accord. Il y a encore des metteurs en scène qui utilisent ça Ouais. par passion. Bah oui, par passion. Bah, il y a Christopher Nolan, par exemple, aime aussi Nolan. beaucoup voilà, cette pellicule. Et là, en termes de projection numérique, donc là, qu'est-ce qu'on a comme projet? Un Christie, voilà. C'est ce que je voulais voir. Donc voilà, là, on a un projecteur Christie. Donc, bah, je suppose que là, on est en quoi? On est en 4K sur un projecteur Christie. Oui, oui, bien sûr. Voilà. On reste en 4K pour l'instant. On va améliorer ça prochainement. D'accord, bah, c'est déjà bien d'avoir un bon projecteur 4K ici. Voilà, parce que c'est une référence aussi. Il y a Barco et Christie en termes Oui, de mais projection. on est très, très bien équipés. Oui, vous êtes bien Et on y équipé, va. non, mais c'est pour ça qu'on allie justement la tradition avec la modernité. Et la encore une fois. qualité, bien sûr. Exactement. Au niveau sonorisation, Oui. comment on est équipé là Alors, à ce stade? l'Eden est réputé pour la qualité de son son. Techniquement, on demandera ça au projectionniste. Je ne sais pas quels sont les appareils utilisés, Oui. mais nous avons un son qui fait le bonheur des citadins. D'accord. Comme nous passons actuellement beaucoup de films musicaux, Oui. c'est bien d'avoir C'est bien d'avoir quelque une bonne chose sonorisation. voilà. J'ai 8 salariés, dont 4 projectionnistes, 2 personnes à l'accueil, une directrice et une chargée de com, Agathe, que vous avez rencontrée. D'accord, ok. Donc voilà, donc il y a quand même effectivement des gens qui Une œuvrent. grosse équipe, Et oui, puis des oui. bénévoles aussi. Alors 70 bénévoles qui sont là pour l'organisation de l'accueil, bien sûr, Oui. mais aussi l'organisation des manifestations dans la cour. Oui, bien sûr, oui, Hein, puisqu'on a une il y a cour cette qu'on buvette, ira voir. il y a toute cette chose-là Mhm. qui demande Et alors la buvette, comment ça se passe? On regarde un film et on peut après en parler dans la cour, dans la par cour, exemple. dans la cour, Voilà. ou bien il y a des séances très spécifiques. Par exemple, si on fait un film argentin, le soir, je vais faire venir une compagnie qui va faire du tango argentin dans la Voilà, cour. ah, ça j'adore. Ça, C'est un exemple. Oui, oui, hein. non, mais bien sûr, mais il y en a voilà, mille- mais c'est il y en tout a un- 1000 autres. Oui. Tout un parcours, effectivement, comme ça, qui accompagne le film, finalement. Voilà, qui fait de l'Éden un lieu de rencontre. Un lieu de Toujours, rencontre, je tiens oui. toujours à cette notion-là de lieu de Bien rencontre. sûr. Et donc là, voici Agathe, donc chargée en communication, hein, c'est bien cela, Responsable de la com et des événements. et des événements, voilà, de l'Éden Théâtre. Les frères Lumière, quand ils ont inventé le cinéma, ils ont bien compris qu'il y avait un potentiel énorme, mais il leur fallait du matériel. Donc ils ont eu l'idée de donner un cinématographe à ce qu'on appelait des opérateurs lumière, qui étaient des jeunes gens, Oui, et en fait de les envoyer un peu partout dans le monde pour qu'ils ramènent des images du D'accord. monde entier. Et donc ils ont ramené des images. Là, vous voyez la pyramide. Quand Ah oui. vous tournez en fait là, ça allume le Caire. ah oui, d'accord. Donc, pour montrer où ont été filmés les premiers D'accord. films lumière. Et donc là, vous avez Pyramide d'Égypte, vous avez des images de Chicago, Madrid, Oui, Constantinople et d'Indochine française là-bas. ça permet de montrer le lieu qui a été Voilà, filmé. ça permet de montrer les premiers films. En fait, ils ont commencé à quadriller un peu le monde. Et donc, au mois de septembre, on a un festival, on a peut-être parlé, Michel, de l'exploration scientifique. Oui, l'exploration En fait, scientifique, oui. donc, en fait, l'Éden est très, accompagne beaucoup tout ce qui est autour de la découverte du monde, parce que le cinématographe fait découvrir le monde. Exactement, oui, voilà, c'est lié. Donc nous, on est très impliqués dans tout ce qui est en rapport avec l'exploration scientifique et D'accord. le voyage. Alors, les travaux de rénovation de l'Éden ont commencé début 2012. Oui, On voit là sur cette photo par exemple, ça c'est sous la scène en fait, c'était les loges. Voilà. À l'époque c'était un théâtre, donc c'était les loges des artistes. Et puis on aperçoit par une des portes, en fait, on accédait au trou du souffleur qui était sur la scène. Une cabine de projection, toute la zone qui est jaune là. ouais. Voilà, donc c'est assez émouvant de voir. Ah oui, et puis voilà, on se rend compte justement du travail de restauration qui a été Et oui. effectué dans cette salle en voyant les images Tout à fait. vraiment du cinéma un petit peu délabré. Et là, il y a une vraie restauration quand même incroyable qui s'est opérée ici.
l'état dans lequel c'était, en 2012 en fait. Donc il y avait déjà eu quelques travaux qui avaient commencé, on le voit sur les côtés, il y avait quelques débris parce qu'il y a eu des prélèvements qui ont été faits pour retrouver les pigments initiaux de la peinture pour pouvoir retrouver exactement la même couleur. Voilà, donc on voit le tout petit écran au fond. Oui, c'est vrai que c'était... les tentures qui tombent, voilà. Donc ça, c'est début 2012. Et puis les travaux ont duré un an et un peu plus, un an et demi. Et l'Éden a rouvert en octobre 2013 dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Merci infiniment, Agathe. Avec grand plaisir. Alors Michel, je voulais vous parler un petit peu de vous, de votre parcours. Oui. Par rapport à comment est-ce que vous en êtes venu ici, qu'est-ce que vous faisiez avant, voilà, comment ça se passe? Alors, je n'avais vraiment aucune raison de me retrouver dans un cinéma parce que je suis plutôt un homme de théâtre, mais c'est comme ça. D'accord. J'ai fait une carrière de proviseur et à ma retraite, par hasard, j'ai acheté une maison à La Ciotat. D'accord. Et cherchant à m'inscrire dans un parcours culturel, on m'a dirigé vers l'Éden. On m'a dit, va voir, là, il y a des choses à faire. Voilà. Et donc, je me suis enfermé. J'ai rencontré des bénévoles qui m'ont raconté leurs efforts depuis 1980 pour sauver cette salle. Donc, je me suis enfermé dans les archives municipales pour transformer cette légende urbaine que l'on racontait autour de l'Éden. C'est un vieux cinéma, c'est un très vieux cinéma, c'est peut-être le cinéma des Lumières, etc., etc. Pour transformer cette légende urbaine en un vrai récit historique et reconstituer ce qu'est l'Éden, plus ancienne salle de cinéma au monde. Donc ça a été à la fois un grand bonheur, parce que quand on réussit à rétablir des faits, que les choses s'enchaînent bien, qu'une fois que cette vérité historique a été établie, reconnue, ça a permis de faire le tour de table financier pour restaurer la salle. Donc vous êtes vraiment à l'initiative de tout ce projet finalement. Je suis à l'initiative avec d'autres. Avec d'autres, évidemment, mais je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que, voilà pourquoi on m'a désigné un jour comme président, puisque j'avais à la fois travaillé à rétablir l'histoire et peut-être aussi à mener un groupe d'hommes par ma fonction d'ancien proviseur. Voilà. Effectivement, Et donc, l'équipe l'équipe de l'Éden s'est constituée autour de moi, notamment ma première, c'est Agathe, que vous connaissez, qui a été ma première complice dans cette histoire. Et puis les choses se sont enchaînées, l'Éden a été restauré, la mairie nous a confié l'exploitation en délégation de service public, et depuis, on vole de succès en succès. Voilà, donc ça c'est quand même beau, tout ce parcours effectivement qui ne sort pas de nulle part. Pièce par pièce. Pièce, petit à petit, le puzzle se met en place. Et puis voilà, on arrive à cette restauration absolument incroyable de l'Éden. C'est magnifique, donc je vous recommande évidemment d'aller voir ce cinéma, d'aller le découvrir ou de vous faire une séance dans un endroit comme ça doit être tout bonnement incroyable. Et voilà, et puis on sent, de toute façon, dès qu'on ouvre la porte, le lieu empreint de nostalgie. Le temple. Le temple, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que vous pensez, Michel, du cinéma actuel ? Parce que c'est vrai que on en a vu depuis l'histoire et la naissance des films, il y a eu quand même beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a plus le droit. Je pose un peu souvent cette question-là, mais on a toujours le droit à des remakes, des suites, des choses comme ça. Il y a moins d'innovation. Oui, là je suis complètement hermétique à Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 et compagnie. J'ai vu, je pense, ce qu'il fallait voir, l'idée originale de chacun de ces films, mais je n'arrive pas à me motiver à aller voir le 2, le 3, le 4. C'est pas possible. Oui, d'accord. Là, on est dans le filon uniquement financier. Moi, je reste d'abord un homme de culture. Bien sûr, bien sûr. Et je suis attaché à la création, je suis attaché à l'idée. Ce que je demande au cinéma, c'est de me dépayser, de m'emmener dans un monde, soit parce que l'image y est magnifique, soit parce que le récit est intéressant.
Voilà, ce que je demande au cinéma, c'est de m'emmener. Bien sûr, bien sûr. Ça, Actuellement, je trouve que le cinéma, notamment le cinéma français, je vais être un peu critique, mais, oui, non, mais après... ne me fait pas rêver. Mhm. Et moi, j'ai besoin de rêve, surtout à l'âge qui est le mien. Oui. J'ai besoin d'inventer encore, Bien sûr, de bien créer. sûr. Si on me demande d'analyser ma fiche d'impôt, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse on pas. en revient toujours à la même chose. Voilà. C'est marrant, vous voyez, à tout Oui. âge, on peut avoir ce discours-là. Moi aussi, Oui, hein, oui. je veux aussi être embarqué quand je vais voir un film. J'ai besoin qu'on m'embarque. Ouais. Ben voilà, c'est quand même important. Ouais. La concurrence, Michel, est-ce qu'il y a de la concurrence ici? Comment on ressent la concurrence? Que ce soit le streaming ou des cinémas d'à côté ou plus modernes Alors, il y a une concurrence à laquelle je n'arrive pas à faire face, c'est les petits appareils que tous les ados entre 18 et 30 ans ont dans leur poche et préfèrent partager entre eux que venir regarder sur un écran chez moi. Mais ça, c'est général, c'est dans tous les cinémas de France et peut-être du monde. En revanche, j'ai une concurrence, bien sûr, puisque La Ciotat, qui est une petite ville, 35 000 habitants, a également un multiplex de 8 salles. Ah, d'accord. Il y a un autre donc je pourrais pâtir direct de cette arrivée. Oui. Il est arrivé il y a 3 ou 4 ans. D'accord. Mais pas du tout. Je ne fais pas le même métier. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Oui. Je ne fais pas le même métier. Moi, je cherche justement des choses créatives, des choses qui sont la base d'une réflexion, d'un échange, d'une discussion. Le multiplex est plutôt un endroit de consommation, y compris de cornflakes, de popcorn, qui n'a pas sa place à l'Éden. Il n'y a pas de popcorn à l'Éden. À l'Éden, on est entre nous et on échange. Voilà, c'est ça toute la différence effectivement dans un lieu magique comme celui-ci. Après, bon, personnellement, moi il ne faut pas non plus se mettre des bâtons dans les pattes les uns les autres ou de se concurrencer, mais je veux dire, chacun apporte quelque chose et chacun apporte quelque chose de différent. Et en l'occurrence, ici, bon, c'est quand même un lieu où il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir, avoir de la réflexion et découvrir de belles choses. Mais nous travaillons d'ailleurs en partenariat totalement confiant avec le multiplex en question. Oui. Que nous avons des règles de bonne conduite, de bonne conduite. Lui ne touche pas à réessai. Moi, je passe tout ce que je peux passer en version originale, ce qu'il ne fait pas lui non plus. D'accord. Donc, ça nous donne une spécificité pour le public cinéphile qui est totalement prépondérante par rapport à un multiplex qui, lui, doit se nourrir de pop-corn, justement, puisqu'on sait tous, très bien, vous le savez autant que moi, que l'économie de ces multiplexes repose sur les produits dérivés. Oui, aussi. Essentiellement. Ils vivent, leur bénéfice, c'est la vente des produits accessoires. Moi, je n'ai pas cette vente, mais je vends du rêve. Voilà. Donc, du coup, de ce fait, en termes de programmation, Michel, ici, donc on a effectivement des films plutôt d'art et d'essai, mais pour autant, est-ce que vous injectez quand même de temps en temps des films plus récents ou des films... Ah oui, nous avons les mêmes sorties en léger décalage. C'est très amusant d'ailleurs, parce que, pareil, Monte Cristo, il est sorti 4 semaines avant dans le multiplex. Oui. Mais 4 semaines plus tard, nous avons fait salle comble à toutes les séances que nous avons proposées. Parce que beaucoup de gens ont préféré venir le voir dans un cadre de cinéma plutôt que dans une salle. Il y a eu beaucoup de monde au multiplex. Mais ici, nous avons refusé du monde. Ah oui. Mais parce que... Et on va le reprendre, et on le reprend en septembre. Oui, mais parce qu'en fait, ici, il y a l'apport de la salle qui fait toute la différence. En fait, donc, au niveau de la projection, l'ambiance, le climat, et ça, c'est très important, effectivement, et c'est le plus de cette salle. La plupart des... Alors, donc, pour répondre, nous avons les mêmes sorties que partout ailleurs, sauf que nous choisissons que ce qui peut intéresser notre public. On ne sort pas... Vous avez des réguliers ici, des gens qui viennent régulièrement, des habitués, si je puis dire. Oui, mais je vous ai dit, on a 700 adhérents. Voilà, il y a 700 adhérents, donc ces gens-là, énorme, énorme, qui attendent que l'Éden apporte le film dont tout le monde parle. Ben, on attendra qu'il vienne à l'Éden pour venir le voir. On a des sorties, on a même beaucoup d'avant-premières, parce que beaucoup de gens parmi la profession
aiment venir présenter leur film en avant-première à l'Éden parce que ça lui donne une un cachet petite touche supplémentaire. Oui, oui. supplémentaire. Donc comment ça se passe les avant-premières? Vous allez chercher des choses ou c'est plutôt des... Il y a les deux. Il y a les deux cas. Soit c'est les gens de ma commission qui contactent le réalisateur ou le producteur ou le distributeur pour obtenir une avant-première. Par exemple, Simone, le film Simone d'Olivier Dahan, il l'a d'abord sorti ici, bien sûr, puisqu'il est notre parrain. Oui, bien donc évidemment. nous avons eu... Alors on a tout un réseau comme ceci de gens qui viennent présenter leur avant-première avec cette rencontre avec le public, etc. Et puis j'ai également beaucoup de films de patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine, c'est-à-dire des hommages que nous rendons à Jean Gabin, à Marilyn, enfin à tout ce qu'on peut imaginer. Oui, bien sûr. Donc vous avez des sessions comme avec ça. toujours une session, un conférencier qui vient présenter le film, D'accord. etc. Oui, toujours accompagné de quelque chose. Toujours accompagné. Voilà. Oui. Pour nous, tout événement est accompagné. D'accord. On a une très grosse partie du public, jeune public, puisque nous avons tous les dispositifs scolaires, maternels, primaires, collèges, lycées, etc., qui sont ici. Ça représente à peu près 6 000 entrées par an sur les jeunes scolaires uniquement. Et à cela, on ajoute, nous, ce qu'on appelle le ciné gourmand, c'est-à-dire que 4 fois par semaine, il y a, pour les jeunes publics entre 3 et 12 ans, un film, un goûter bio et un atelier qui a un rapport avec le film, de dessin, de découpage, etc. Ça, c'est la transmission. Et tout ça pour 4 €. C'est-à-dire il y a toujours ce lien social. Accueillir les enfants, 4 €, c'est magnifique. Ah bah oui, c'est sûr. Et leurs parents au même tarif d'ailleurs, mais sans le goûter. On ne peut pas tout avoir. Voilà, donc il y a ces ciné gourmands, on fait aussi beaucoup de ciné-concerts. On ne l'a pas remarqué tout à l'heure, moi j'ai un piano en bas, près de la scène. Ah oui. Et de temps en temps, donc, on se fait une séance. C'est quelqu'un qui est à mon conseil d'administration, qui a un vieil appareil qu'il installe ici. Il fait ses films muets. J'ai un pianiste en bas qui accompagne. C'est très apprécié, ça. Ah oui. Ah bah c'est un concept effectivement assez innovant. Oui, c'est... Sur du film muet, C'est magnifique. Ah oui, mais je n'en doute pas un Donc instant. on invente, voilà, on cherche des idées en permanence. C'est génial comme travail. Pour apporter, moi je m'abuse. C'est très enrichissant, puis on s'amuse. Tous les gens qui sont dans mon équipe ne donneraient pas leur place pour rien au monde. Ah bah c'est sûr. Dommage que j'habite pas dans le coin. Je postulerai immédiatement. Et puis il y a, comme je l'ai dit, ces événements qui sont les visites de l'un ou de l'autre. La liste, j'ai reçu au moins depuis 2013, donc ça fait 11 ans maintenant, j'ai dû recevoir 250 personnalités de haut niveau, dans tous les domaines. Ça peut aller évidemment de Belmondo. Belmondo est venu s'asseoir là une matinée, c'était magnifique. C'est magique ça. Fanny Ardant, Robert Hossein. Il y a eu beaucoup de personnalités tout de même. Mais aussi des gens, Bernard Pivot. Et puis on a un troisième festival qu'on a créé il y a 9 ans, cinéma de films d'exploration scientifique et environnementale. Vladimir, tu présentes quelque chose cette année au festival Lumexplore ? C'est là que Claudie Aigneret est venue, Nicolas Hulot, enfin toute la bande des grands aventuriers, etc. Ah, c'est magnifique. Donc, ça fait du monde. Ça fait du monde, effectivement. Il y a un côté, il y a un côté cinéma paradiso, en fait, ici. L'affiche est à côté. L'affiche est à côté, voilà. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu l'affiche, ça me fait tout de suite penser au film. On est cinéma paradiso, sauf que nous, ça se termine bien. Voilà, oui, c'est ça.
Bah, il a quand même traversé le temps et les époques, ce cinéma quand même. Hein. Il y a et des tragédies, et voilà, et tout n'a pas été toujours rose. Cette idée de résistance m'a beaucoup plu, moi, quand j'ai écrit cette histoire. Oui. J'ai axé mon texte sur la notion de l'Éden ne veut pas mourir. Voilà. Ça pourrait L'Éden être résiste. Ça pourrait être un slogan là, pour l'aventure. Alors maintenant, ça paraît un peu désuet de le dire parce que tout semble tellement facile. Oui, mais on est passé par des moments très très difficiles. Hein. Ah ben oui, mais c'est pour ça que c'est... Tel un phénix. Oui, nous renaissons de nos cendres. Et nous étions vraiment en cendres. Je voulais vous demander aussi, Michel, quelle est finalement l'une des plus belles anecdotes ou moments que vous avez vécu dans ce cinéma. Pour vous, quel est votre meilleur souvenir finalement? Alors, je vais enlever l'inauguration parce que là, ce n'était pas très heureux comme moment parce que justement, nous avions été ce jour-là un peu repoussés vers l'arrière et devant, il y avait des gens qui n'avaient pas travaillé beaucoup jusque-là. Je vois ce que vous voulez dire. Et qui étaient au premier rang. Moi, j'étais d'ailleurs ici le jour de l'inauguration. C'était mon siège. Je suis content. Voilà. Je suis content que. Mais ils étaient 160 en bas. Hein. Je suis content qu'on rétablisse un peu les choses aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, les meilleurs moments, il y en a beaucoup, mais on a fêté notamment le 130e anniversaire de l'Éden. Oui. Et il y a donc 5 ans, avec une fête extraordinaire dans la cour. L'invité, c'était Nicolas Pagnol, donc le petit-fils de Marcel, qu'on reçoit souvent. Là, ça avait été un grand moment parce que c'était le moment où vraiment l'Éden prenait sa dimension, sa liberté, sa respiration. Nous avions ouvert 5 ans avant et on avait atteint l'espace de liberté suffisant pour pouvoir être paisible. D'accord. Oui, c'était la fin de la lutte presque. Oui, voilà. Là, on était sur l'apaisement. On avait gagné. Voilà. On avait gagné. Ça, je crois que ça reste les grands moments. Et puis, tous les moments où j'ai reçu des personnages hors normes, Belmondo, Bernard Pivot. Belmondo, comment ça s'est passé avec Belmondo? Et Belmondo, ce sont des amis qui nous ont mis en contact. Et il est arrivé un matin, comme ça, à 11h. On m'avait demandé d'être discret sur sa venue, mais on m'avait autorisé à prévenir une 50aine d'amis proches de l'Éden, qu'on avait prédisposé dans la salle. Et on l'a fait rentrer par la porte latérale qui donne sur la cour. Et donc, quand il est arrivé, la cour était ensoleillée, c'était un début juillet. Nous, dans la salle, on a vu se découper sa silhouette en contre-jour. C'était très fort. Ah oui, ça doit être un moment incroyable. J'adore Belmondo, alors. Je n'ose pas et imaginer. Et il a été extraordinaire, bien qu'étant déjà bien malade. Hein, mais il avait été d'une grande générosité. C'est un résistant, lui aussi, finalement. Oui, tout à fait. Avec tout ce qui lui est arrivé aussi. Donc voilà, si vous me demandez des grands moments, c'est ça, c'est Belmondo. Et Robert Merle, qui est un homme qui sait parler, avait dit: vous verrez, ce garçon-là, en parlant de vous, il est lumineux. Et ce mot lumineux, dans la salle des Frères Lumière, je trouve qu'il est très fort et qu'il est très vrai. C'est Pivot. C'est... Et ça me fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi, je vous remercie beaucoup. Dans le cinéma des Frères Lumière, les gars. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une parenté maintenant avec les Frères Lumière. J'en ai beaucoup. Claudie Aigneret, bien sûr, à qui j'avais posé la question. Claudie, vous qui êtes allée dans l'espace, rassurez-moi, est-ce que vous avez aperçu quelque part une salle plus ancienne que la nôtre? Elle m'avait dit non, il n'y a pas d'équivalent de l'Éden dans l'univers. Pour finir, Michel, quel est votre film préféré, j'ai envie de dire? Je vais en choisir un qui tombe sous le sens, c'est Cinéma Paradiso, bien sûr, puisqu'il est la même histoire que celle que nous avons traversée, avec une meilleure fin, puisque vous êtes là aujourd'hui. Exactement, donc voilà, et une fin qui se finit bien. Alors, en parlant de fin, écoutez, voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je remercie également Michel, de sa patience, de son accueil. Voilà, nous, c'est un plaisir toujours de découvrir des endroits comme ça, mythiques. Comme c'était Eden Théâtre, que je vous recommande évidemment d'aller voir.
prenez le temps, quand vous passez dans le sud de la France, vous faites un petit détour par la Ciotat et vous y trouverez déjà une ville somme toute magnifique, avec son petit port, avec ses petites plages. Et puis voilà, vous avez ce lieu absolument incroyable qui est l'Eden Théâtre, le berceau du 7e art. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux, évidemment, le petit pouce qui fait plaisir et avancer la chaîne, et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Encore une fois, merci Michel, et à bientôt. Ciao.